Bonjour et bienvenue à tous. Je donne cet exemple pour que vous voyez très bien que la question de la distribution de l'énergie est indépendante de la question des limitations ou de contrôle des frontières. Car l'énergie n'a pas de frontières. Au plus fort de la grande crise économique de 1929, lorsque la famine frappait l'Union des républiques socialistes et soviétiques, l'Union soviétique a acheté le blé américain pour nourrir les populations soviétiques qui mouraient de faim. Oui, sous Staline, on a compris qu'il était nécessaire d'acheter le blé américain parce que les soviétiques mouraient de faim. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Donc, les questions de l'alimentation populaire, les questions de l'énergie, sont des questions qui renvoient à des intérêts vitaux et qui n'obéissent pas à la logique des frontières. Voilà pourquoi le législateur béninois et le législateur nigérien, le législateur chinois, ont mis en place ces trois accords pour s'assurer que le pétrole continuera à circuler. Regardez par exemple dans le conflit encore russo-ukrainien. Le pipeline, le gazoduc Nord Stream qui alimentait l'Europe, il continuait à fonctionner. Si les États-Unis n'avaient pas saboté ce gazoduc Nord Stream, l'Europe continuerait d'être alimentée par le gaz et le pétrole russe. N'est-ce pas? Alors même que l'Union européenne, globalement rassemblée dans l'OTAN, soutient l'Ukraine contre la Russie, le gaz russe devait continuer à alimenter l'Europe à travers les circuits de Nord Stream, qui ont été, on le sait aujourd'hui, grâce notamment aux enquêtes du journaliste Seymour Hersh de New York Times, Washington Post, on sait très bien que ce sont les États-Unis qui ont saboté Nord Stream pour en fait réduire la dépendance de l'Europe envers la Russie sur le plan énergétique et augmenter la dépendance de l'Europe envers eux, les États-Unis. Mais l'Europe, malgré toute la rhétorique guerrière qu'on entend lors de ces réunions contre la Russie, aurait continué quand même à être alimentée en gaz russe. Ce qu'elle continue à faire, elle l'achète maintenant à travers l'Inde, à travers la Chine, à travers les pays qui, quant à eux, ont continué des échanges. Le gaz russe inonde toujours l'Europe. L'Allemagne fonctionne toujours au gaz russe, à l'instant où je vous parle. Le pétrole russe, pareillement. Donc, la première partie du communiqué nigérien, elle est pédagogique, elle rappelle les textes. Et nulle part, il n'était dit que s'il y avait une fermeture de frontières, cela entraînerait la rupture du transport et bien du pétrole. Nulle part. Dans les accords entre le Niger et le Bénin, les fermetures ou ouvertures de frontières ne sont supposées influencer l'exportation du pétrole. Donc, en fait, Patrice Talon a violé les accords et il viole les accords. Les accords que lui, président du Bénin, a amené l'État béninois à passer avec l'État nigérien, avec l'État chinois. Ces accords sont violés par la partie béninoise. Il faut que les Béninoises et les Béninois disent à leur président d'arrêter de violer les accords qu'il a librement passés en leur nom. Et ça, c'est l'objet de la première partie. Le communiqué rappelle cela. Il n'y a aucun moyen d'établir une corrélation entre l'état de la frontière et la question de l'exportation pétrolière. Ce sont deux questions séparées. Et ce n'est pas simplement séparé entre le Bénin et le Niger, mais c'est séparé partout dans le monde. Le gaz, le pétrole, l'énergie circulent au-delà des frontières. Les fermetures de frontières ne sont pas liées aux fermetures de livraison d'énergie. Il n'y a pas une corrélation stricte entre la fermeture des frontières et la fermeture des livraisons d'énergie. Au contraire, il y a même une séparation. Ce sont des sujets parallèles. Deuxième partie du communiqué. La deuxième partie du communiqué nigérien, elle analyse les voies de fait, les actions menées par Patrice Talon pour détruire la paix. Qu'a fait Talon? Alors que les accords prévoient que le Niger et le Bénin
doivent avoir des inspecteurs pour compter la quantité de pétrole exporté. Et chacun en déduire par conséquent ses intérêts. Talon fait tout désormais pour que les Nigériens n'aient pas quelqu'un pour compter la quantité de leur pétrole qui sort. Parce que ce que Talon est en train de faire, ça s'apparente à des préparatifs de vol. Il veut voler. Patrice Talon veut voler le pétrole nigérien en empêchant les Nigériens d'être au chargement du terminal de Sémé. Patrice Talon veut que les Nigériens ne sachent pas la quantité réelle de leur pétrole qui est exporté. Ce sont des préparatifs de vol. Talon est en train de préparer, de tenter d'organiser le vol du pétrole. Parce que les accords disent que l'État béninois doit avoir des inspecteurs qui surveillent la quantité de pétrole qui sort à Sémé-Kpodji. Les accords disent que l'État nigérien doit avoir en permanence des inspecteurs qui vérifient la même quantité. La Chine, à travers son entreprise WAPCO, à travers CNPC, est aussi représentée. Les trois parties doivent savoir en temps et heure, 24 heures sur 24, la quantité de pétrole qui quitte Koulélé et qui va à Sémé. Or, que fait Talon? Il empêche le Niger de surveiller la quantité de son pétrole qui sort. Pourquoi? Parce qu'il veut voler. Il veut voler. C'est ça qui est démontré dans la deuxième partie. Que fait Talon? Talon déclare que des Nigériens qui sont entrés légalement dans le sol béninois, que ces Nigériens sont des individus, des intrus. La question qu'on doit poser à Talon, c'est Madame Aminatou Adiza Ibra, Monsieur Ismaël Sissé Ibrahim, Monsieur Mousbahou Dankane, Monsieur Saïdou Harouna Oumarou, Monsieur Abdul Razak Djibo, tous ces ingénieurs-là et responsables nigériens, que ce soit de l'État ou de WAPCO, quand ils sont entrés à l'aéroport, est-ce qu'ils n'ont pas présenté leur passeport à l'entrée? Ils sont entrés, ils sont arrivés au Bénin par l'aéroport. Ils ont subi le contrôle. Si c'était des intrus, si c'était des personnes indésirables, pourquoi le Bénin, quand ils sont entrés au Bénin, pourquoi le Bénin ne les a-t-il pas immédiatement refoulés? Pourquoi la police des frontières béninoises ne les a pas refoulés? Pourquoi les a-t-on laissés entrer? On les a laissés entrer parce qu'ils sont entrés légalement. Ce ne sont pas donc des subversifs. Ce ne sont pas des intrus. Ce ne sont pas des sans-papiers. D'accord? Ils sont entrés légalement. Et ils sont entrés légalement pourquoi? Mais parce que les accords prévoient qu'ils doivent entrer au Bénin pour aller surveiller les quantités du pétrole du Niger qui sort. C'est prévu dans les accords. Ils sont venus dans le cadre de ces accords. Qu'ils soient à l'intérieur de WAPCO ou à l'extérieur de WAPCO, ils ont le droit de venir dans le cadre des accords compter la quantité de pétrole et empêcher Talon de voler. Parce que Talon veut voler. Il croyait qu'il pouvait voler le pétrole nigérien. Il est mal tombé. Ce n'est pas Bazoum qui est président maintenant au Niger. C'est le président Tchani. Et si le président Tchani a fini par ordonner que le robinet soit fermé, c'est parce que si le robinet coule, mais il n'y a pas de Nigérien pour compter la quantité du pétrole nigérien. Le président Tchani, lui, il a l'obligation de rendre compte aux Nigériens de la quantité de pétrole qui est vendue et de l'argent qui entre. S'il n'a pas d'inspecteur à Sémé-Kpodji, s'il n'a pas d'inspecteur là-bas, comment il va pouvoir rendre compte au peuple nigérien de la quantité de pétrole vendue et justifier les gains? Ou même justifier les pertes? Le président Tchani, lui, sait qu'il a des comptes à rendre à son peuple. Et Talon, lui, s'en fout du peuple béninois, auquel il ne veut pas rendre compte. Pourquoi il viole les accords? Pourquoi il empêche les Nigériens de compter la quantité de leur pétrole qui sort? C'est dans l'intérêt de qui qu'il le fait? Bon. L'autre chose que fait Talon, c'est que Talon a non seulement kidnappe des Nigériens qui sont légalement entrés en territoire béninois, mais Talon essaye de justifier cela par le fait que son ministre
des mines et du pétrole, qui a visité récemment le Niger, n'a pas été reçu par le président Tiani. Mais où est le rapport? Dites-moi, est-ce qu'un ministre qui vient dans un pays avec un message pour le président de ce pays, est-ce que le président de ce pays est obligé de le recevoir? Est-ce que le président d'un pays est obligé de recevoir personnellement, in tuitu personae, un ministre d'un pays étranger qui vient? Chaque président dans son pays choisit de recevoir qui il veut. Mais est-ce que le ministre béninois a été kidnappé à Niamey? Est-ce qu'il a été kidnappé? Est-ce qu'il a été amené en prison? Pour que maintenant, des Nigériens qui viennent dans le cadre des accords soient eux kidnappés et amenés en prison. Est-ce que le ministre béninois a été kidnappé? Est-ce qu'il n'a pas rencontré son homologue de même poste équivalent? Et est-ce qu'il ne lui a pas été possible de transmettre le message qui a été remis au président Tiani? Mais pour qui se prend Talon pour dire que quand lui il envoie un ministre, Tiani est obligé de le recevoir? Est-ce que c'est écrit dans les accords entre le Bénin et le Niger que quand Patrice Talon enverra un ministre, Tiani en personne soit obligé de le recevoir? C'est écrit où? Quand vous allez dans le pays des gens, ils vous reçoivent s'ils veulent. S'ils ne veulent pas, mais vous restez à votre hôtel, vous rencontrez vos homologues, ceux qui sont accessibles, ensuite vous rentrez chez vous. De quel droit Patrice Talon peut-il transformer la non-audience accordée à son ministre par le président Tiani comme étant une clause éliminatoire ou disqualificatoire de l'application des accords? Est-ce qu'il est dit dans les accords entre le Bénin et le Niger que chaque fois que le Bénin enverra un ministre avec un message pour le président du Niger est sommé, tenu de le recevoir? C'est signé où? Ça n'existe pas. Donc, en fait, on voit très bien que Patrice Talon est en fait à la recherche de prétextes. D'accord? De prétextes pour empêcher le Niger de bénéficier de sa manne pétrolière. D'autant plus qu'on a vu que le Niger a sa croissance qui est passée devant tous les autres pays de la sous-région. Il est donc question de stopper cette croissance. Et pour stopper cette croissance, on veut absolument assécher les caisses de l'État nigérien. Quand les Chinois ont avancé un chèque de 400 millions de dollars au Niger pour la commercialisation du pétrole nigérien, on sait très bien que cela a excité la jalousie, la méchanceté, la cupidité, eh bien, des néocolons, des impérialistes et de leurs suppôts locaux. Rendez-vous compte de tout le tapage que font la Banque mondiale, le FMI, le Club de Paris, le Club de Londres, quand ils prêtent au Niger 10 millions, même 10 millions de dollars. Quand ces instances-là prêtent 10 millions de dollars au Niger, ils écrivent ça dans au moins 70 journaux. Ils le font répéter par au moins 250 chaînes de télévision dans le monde. Quand ils voient que le Niger, désormais, a la capacité d'encaisser d'un coup 400 millions de dollars, et que ce n'est que le commencement, et qu'avec l'exploitation pétrolière qui est en train de passer à 200 000 barils, le Niger va être capable d'encaisser pratiquement tous les 4-5 mois 500 millions de dollars. Quand ils voient le Niger en train de sortir de leur classement, pays pauvre très endetté, pays le moins avancé, dernier pays à tous les classements de leurs organisations financières internationales, ils se rendent compte que le Niger pourrait donc ne plus dépendre de la dette. Que par exemple, le Niger pourrait payer toutes les dettes et devenir un État solvable, au compte positif, comme la Libye, par exemple, l'est actuellement, malgré toute la guerre qu'on lui a imposée. Voilà, c'est pour empêcher le Niger de sortir de sa tête de l'eau où on l'a enfoncé. C'est pour cela que Talon est chargé de provoquer le Niger. Et c'est ce qui est expliqué dans la dernière partie du communiqué. La dernière partie du communiqué nous explique le rôle géostratégique et géopolitique de Talon. Et vous qui êtes mes amis et qui écoutez mes conférences, accordez-moi ceci. Cela qu'explique actuellement le gouvernement nigérien. Je l'ai expliqué ici,
Oui ou non? Avant que le communiqué du gouvernement nigérien sorte, est-ce que je vous ai donné des conférences ici pour vous expliquer que Patrice Talon joue un rôle géopolitique et géostratégique? Il est un cheval de Troie du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental pour empêcher la croissance du Niger, empêcher le succès de l'Alliance des États du Sahel, empêcher l'émancipation totale de l'Afrique. Est-ce que je l'ai démontré ici? Parce que la troisième partie du communiqué nigérien fait office de rappel. Comme le dit le président Tiani, citant les Saintes Écritures, le rappel sauve l'âme. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je vous ai expliqué ça? Quand vous lisez le communiqué nigérien, vous pourriez penser que c'est moi qui ai co-rédigé avec les autorités nigériennes, alors que ce n'est pas vrai. Je ne veux pas me donner un rôle. Je ne veux pas me donner une importance que je n'ai pas. Les autorités nigériennes possèdent elles-mêmes tous les éléments d'appréciation qui les ont amenés à cette conclusion. Mais moi aussi, à partir de mes recherches, j'étais déjà arrivé à cette conclusion. Et je vous ai donné des conférences ici où cette conclusion-là était claire. La dernière partie du communiqué vous décrit le rôle de Talon. À l'évidence, le président Patrice Talon manœuvre en terrain découvert. Il refuse de prendre en compte les impératifs de sécurité nationale du Niger. Donc, Talon est chargé de maintenir le Niger dans l'insécurité. Voilà pourquoi il a offert le territoire béninois à des forces hostiles au Niger. D'accord? Je vous avais, il y a plusieurs semaines, donné une conférence et j'ai retrouvé même le papier original du schéma. Je vous ai dit, voici la situation. Voici la situation. Eh bien, je vous avais dit que voici la situation en Afrique de l'Ouest. L'AES, elle est dans le cercle rouge. Directement autour de l'AES, les néocolonialistes et les impérialistes ont installé les groupes armés terroristes. C'est le cercle jaune dans mon schéma. Ensuite, autour des groupes armés terroristes se trouvent les armées de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est le cercle bleu. Et maintenant, quelle est la puissance qui organise et qui soutient les armées de la CEDEAO et les groupes armés terroristes contre l'Alliance des États du Sahel? Je vous ai dit que c'était l'OTAN. C'est le cercle vert, le grand cercle vert. Je vous ai présenté ça, oui ou non? Est-ce que ce qui se passe sous vos yeux confirme ou non le schéma dit de l'oignon géostratégique du docteur Nyamsi Wa Cameroun ou Africa? Ça, j'ai fait ça il y a 3-4 mois, le schéma-ci. Il y a 3 mois par là. Il y a 3 mois. Il y a quelqu'un qui dérange? S'il y a quelqu'un qui dérange, vous me donnez son nom, on va le bloquer côté YouTube. Qui nous dérange? Un certain Diogo, ben, il n'y a pas de problème. Quand je reverrai passer un de ses commentaires tout à l'heure, il sera bloqué. Et à la fin de la conférence, il sera bloqué. À mes vies inter, c'est fait. Le fameux Dioglo là, il est mort dans son propre, il est mort dans son propre film. Il est mort dans son propre film. Nous le vidons tout de suite. Il vient de dire pourquoi là. Donc ça tombe bien. Voilà. Voilà, c'est réglé. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui trouble la classe de l'Institut de l'Afrique des Libertés, vous me donnez son nom. Et on le... Bon, je vais juste renforcer l'énergie ici. Et puis on continue. Excusez-moi. Petite minute. Voilà. Donc, je reprends ce schéma. La dernière partie du communiqué nigérien est en fait une application de ce schéma que vous devez connaître par cœur. Je rapproche ça de YouTube, Facebook, tout le monde. Que tout le monde connaisse ce schéma-ci par cœur. Vous pourrez stopper et zoomer pour bien voir le schéma. Nous sommes l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Là, en rouge au milieu. Nous sommes directement encerclés par des groupes armés terroristes qui, depuis 2011, ont été armés par qui? Mais par l'OTAN. En Libye, pour attaquer le Sahel. Pour le compte de l'OTAN.
Autour de ces groupes armés gravitent les armées néocolonisées de la CEDEAO. Donc, des régimes comme celui de Ouattara Draman, comme celui de Macky Sall au Sénégal, comme celui de Talon, servent très clairement de base arrière aux groupes armés terroristes. Et de temps en temps, les groupes armés terroristes les attaquent un peu pour leur rappeler qu'il faut qu'ils soient soumis aux maîtres des groupes armés terroristes. Il faut que vous compreniez cela. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il faut comprendre l'assassinat de 7 soldats béninois. Dans la partie nord, de temps en temps, les terroristes sont chargés d'attaquer le pays qui les héberge pour rappeler aux dirigeants de ce pays d'être soumis aux maîtres des terroristes, c'est-à-dire à l'OTAN. C'est ce qu'on appelle les piqûres de rappel. C'est très connu. Il y en a eu en Côte d'Ivoire, il y en a eu au Togo, il y en a partout. De temps en temps, on demande aux terroristes d'attaquer l'armée nationale pour rappeler aux dirigeants de cette armée nationale qu'ils sont soumis aux maîtres de l'OTAN et qu'ils ne seront jamais en sécurité tant qu'ils ne font pas les 4 volontés des maîtres de l'OTAN. Il faut que vous compreniez cela, au lieu de dormir en classe, comme certains de mes frères et sœurs, lobotomisés par Talon et par Ouattara Draman. Bon. Une fois que vous maîtrisez ce schéma, plus rien ne vous étonne. Vous lisez dans ce qui se passe en Afrique en général, et vous lisez dans ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, ce schéma. Ce tout petit schéma. Tout est dedans. L'oignon géostratégique. Bon. C'est expliqué ici. Je vous ai dit hier que si Patrice Talon voulait la paix avec le Niger, il demanderait à l'ensemble des troupes hostiles au Niger, qui sont infiltrées dans les bases militaires du nord du Niger, il leur demanderait de quitter le Niger. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.